Donc Beeper One, c'est une société, c'est une start-up française qui a pour objectif double de rendre des contenus web et mobiles accessibles, mais également de donner ou redonner un accès aux jeux vidéo aux personnes en situation de handicap. On a donc une offre de conseils, d'audit, de formation que nous proposons aux professionnels du web à travers, je l'ai dit, des audits d'applications mobiles, de sites web, d'outils métiers, de plateformes SaaS et compagnie. Nous avons une gamme de formations, je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, et parallèlement à ça, nous avons des activités dans le domaine du jeu vidéo inclusif. Alors, ce que ça signifie concrètement, c'est que BPR One a vocation à la fois à designer du matériel de jeu adapté pour les personnes en situation de handicap. Il y a des solutions qui peuvent être matérielles, comme des joysticks, des boutons. Marie-Odile, tu as évoqué la notion de comptateur tout à l'heure, ça me semble effectivement primordial. Nous travaillons sur des technologies comme la reconnaissance vocale et la reconnaissance faciale, également applicables dans le jeu vidéo, PC, console, smartphone, VR évidemment. Et nous accompagnons par ailleurs les professionnels du jeu vidéo dans la mise en accessibilité de leur jeu. Dernière petite chose qui est fondamentale aussi, je pense, au-delà de l'accompagnement des professionnels du web et du jeu vidéo, nous travaillons avec les professionnels du handicap pour les aider en tant qu'accompagnants à déterminer quelles solutions de jeu sont intéressantes et utiles pour leurs patients en situation de handicap, afin de les aider en fait à trouver et à optimiser la solution de jeu qui les convient. Dans ce cadre-là, nous avons une approche globale. Je suis désolé, je n'ai pas pensé à regarder l'heure au début de ma présentation. N'hésite pas, Caroline, à m'interrompre si je Oui, parle trop. j'avais juste une question, je te la garde après. D'accord. On a donc une approche commune qui est la formation. Aujourd'hui, on soit dans le web, dans l'accessibilité web plutôt, un domaine qui est somme toute assez ancien, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'en France, nous avons une expertise en accessibilité avec des normes qui sont édictées depuis très longtemps et adoptées par l'État depuis 2005, depuis la fameuse loi qu'on adore tous pour l'égalité et la participation des personnes en situation de handicap. Qu'il s'agisse d'industrie du jeu vidéo ou de professionnels du handicap, on constate qu'il est aujourd'hui impératif, si on veut rendre le numérique accessible, eh bien de former les personnes professionnelles qui sont concernées. Parce que nous sommes dans des domaines qui, bien qu'elles concernent près de 20% de la population, restent très peu connus. L'industrie du jeu vidéo, qui est pour moi la plus représentative de ce constat à ce jour, c'est le premier loisir au monde, devant la musique, le jeu vidéo et le cinéma réunis. Les sociétés dépensent des millions d'euros pour acquérir de nouveaux joueurs, pour fidéliser des joueurs, mais n'ont pas du tout la connaissance du public en situation de handicap. Et quand elles sont sensibilisées à cette thématique, eh bien c'est très compliqué pour ces organisations d'être capables de répondre aux besoins des joueurs à besoins spécifiques, justement. Puisque, au-delà d'être des consommateurs comme les autres, nous sommes joueurs, nous sommes travailleurs, nous pouvons être formés, nous sommes étudiants, nous sommes des clients, nous faisons nos courses en ligne, nous pouvons avoir besoin de rééducation également. Nous sommes des consommateurs comme les autres, mais avec des besoins un peu spécifiques. Et donc, l'approche de BPR One, c'est de former l'ensemble des professionnels et de leur fournir des outils qui leur permettront, eux, d'être autonomes dans la production de livrables accessibles, qu'il s'agisse de sites web, d'applications mobiles ou de jeux vidéo.
Ouais, je réagis juste là. Tout à l'heure, quand on parlait du RG2A avec Dario, tu allais en parler. Est-ce que c'était pour dire que c'était pas suffisant parce que c'est juste du texte et que, par exemple, on ne parle pas tellement de l'expérience des usagers, de l'intégration, de la co-construction? Ou est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur ce sujet-là? En réalité, pour paraphraser un peu la citation d'un monsieur que je connais très bien, qui est le gérant d'Access 42, l'accessibilité, ça consiste à faire la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire, on ne va pas chercher en accessibilité à faire plus beau, plus ergonomique, plus attractif. On va chercher à rendre utilisable. Donc effectivement, il faut impérativement respecter ces normes, ces standards qui sont en France concrétisés à travers la G2A, puisque c'est une base essentielle, évidemment, et sans ça, quand un site n'est pas RG2A conforme, il n'est pas accessible de toute façon. Mais au-delà de ça, effectivement, quand on délivre un produit numérique, on peut et on doit s'intéresser à l'ergonomie, à l'expérience utilisateur. Ça, pour moi, ça va bien au-delà de l'accessibilité. Et moi, en tant que consultant en accessibilité, je ne me permets que très rarement de donner mon point de vue sur l'ergonomie, puisque c'est un métier à part entière, et j'estime que je n'ai pas, moi, à apporter cette valeur-là, puisque j'ai déjà mon expertise. Donc il y a vraiment deux sujets qui sont, à mon sens, nécessaires et qu'il est important d'internaliser au sein d'une équipe. Quand on développe une plateforme de formation en ligne, quand on développe un jeu vidéo, quand on développe une offre de service en VR, on va, au fil du temps, essayer d'internaliser le plus de process possible, process de développement notamment, et donc il est fondamental de capitaliser sur les compétences des développeurs en interne. Traduction, il faut avoir au sein de chaque équipe de développement à minima une personne qui serait référente handicap, c'est un terme qu'on connaît tous très bien ici, mais c'est pareil pour le numérique. Une personne sensibilisée à la thématique du numérique, alors quand je dis sensibilisée, c'est pas en faisant un atelier rigolo pendant 30 minutes où on joue à faire semblant d'être handicapé. Une vraie sensibilisation sur ce qu'est le handicap et sur les problématiques des personnes handicapées, pour après pouvoir organiser avec une méthode et des process la mise en accessibilité des supports en question. Okay. Et je suis désolée, je t'interromps, mais comme on arrive vraiment sur la fin, je voudrais pas trop déborder. Est-ce que tu as 2 conseils pratiques à rajouter? Comme ça, ceux-là, on les a? Je peux trouver deux conseils pratiques. Le premier, il est systémique. Pour moi, avant de créer accessible, il faut comprendre le handicap pour ce qu'il est. Le handicap, ce n'est pas une contrainte médicale, ce n'est pas un objet de soin, ce n'est pas un objet uniquement thérapeutique. Le handicap, c'est 20% de la population, avec ses spécificités, ses besoins, ses attentes, sa capacité à communiquer. Et donc, se dire, OK, je veux comprendre les différentes formes de handicap, et je veux comprendre surtout comment, en étant handicapé, il n'y a au final pas tant de différence que ça par rapport à une personne valide dans le quotidien, hormis les problématiques, évidemment, de chaque personne. Ça, c'est le premier conseil, s'intéresser réellement au handicap pour ce qu'il est et ne pas se contenter des représentations qu'on peut avoir sur le handicap. Le deuxième conseil, il va de pair avec le premier, c'est de respecter ce petit adage, nothing about us without us. Rien pour nous sans nous. Et donc effectivement, quand on travaille sur un projet qui concerne les personnes en situation de handicap, traduction, tout projet numérique, quel qu'il soit, formation ou autre, on fait appel à des sachants. Les sachants peuvent être des personnes concernées par le handicap,
mais peuvent aussi être des professionnels du handicap. Pas forcément du P1, mais voilà, vraiment se dire, j'accepte le fait d'avoir une compétence sur mes thématiques, j'entends qu'il existe des besoins de personnes à besoins spécifiques, je n'ai pas la science infuse, je ne me permets pas de penser savoir pour les autres, et donc je fais appel aux communautés qui, elles, savent et connaissent leur sujet. Voilà un peu mes deux conseils.